L'opinion ou les réponses de nos panélistes sont des réflexions personnelles basées sur leurs connaissances et expériences professionnelles. Il est fort possible que leur opinion diffère de la vôtre. Précédemment, dans l'apport collectif. Et chacun peut amener ses points de vue, puis on voit une conception arriver, non, ça ne nous plaît pas. Peut-être que ça ne te plaît pas, mais c'est beaucoup moins cher. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça? On trouve les solutions ensemble. Il y a potentiellement quand même des exigences qu'on est en mesure de venir retirer, qui sont superflues, qui apportent rien à l'appel d'offres, qui risquent de causer de nos... Donc, pourquoi rajouter à ça que l'entrepreneur doit avoir 5 années d'expérience dans tel domaine? S'il y a une licence RBQ, c'est parce qu'il a fait les tests nécessaires. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce nouvel épisode de l'apport collectif. Balado où 3 experts de la chaîne d'approvisionnement, de la gestion contractuelle et de la logistique du secteur public ou municipal apporteront à la table de discussion leur narratif, leur argumentaire sur différents enjeux et questions entourant la chaîne d'approvisionnement. Mesdames et messieurs, mon nom est Patrick William de l'Université McGill et j'agirai à titre de modérateur pour cet épisode qui s'annonce des plus intéressantes. Nos 3 panélistes aujourd'hui sont Maggie Couture, Alain Dubé et Gabriel Artaud. Mesdames et messieurs, les objectifs de l'apport collectif sont entre autres de valoriser la profession d'approvisionneur, offrir une source d'information aux professionnels de la chaîne d'approvisionnement, mais aussi à ceux et celles faisant affaire avec un service d'approvisionnement du secteur public ou municipal. Panélistes, pour cet épisode, nous discuterons de ressources humaines, nos professionnels qui sont essentiels au bon fonctionnement d'un service d'approvisionnement et de la logistique. Nous parlons ici, entre autres, d'acheteurs, magasiniers, conseillers, techniciens, analystes et administrateurs de contrats. Plusieurs de ces ressources détiennent une formation en administration. D'autres ont suivi des formations spécialisées en approvisionnement et logistique, comme par exemple celle offerte par Chaîne d'approvisionnement Canada, mais aussi certains cégeps, comme le Collège de Bois-de-Boulogne ou André Laurando, et même la maîtrise offerte à l'Université Laval. Donc des accréditations, des formations de niveau collégial et universitaire qui supportent le développement et l'évolution de la profession d'approvisionneur. Panélistes, avant de parler de nos professionnels, commençons la discussion afin de vous connaître un peu plus. Quelle est votre formation et comment avez-vous débuté votre carrière en approvisionnement? Est-ce que c'était votre choix numéro 1 ou vous êtes tout simplement tombé dedans? Et finalement, pourquoi êtes-vous toujours en appro et logistique? Donc, faisons un tour de table. J'aimerais ça commencer avec toi, Gabriel. Peux-tu donner un peu ton pedigree? Tout à fait. D'abord, j'ai un bac en gestion publique de l'UQAM puis une maîtrise en administration publique de l'ENAP. Dans le fond, je me dirigeais plus pour une carrière de gestionnaire dans la fonction publique. Donc, je suis quand même pas trop loin, mais l'approvisionnement, c'était pas dans les plans nécessairement. Donc, pendant mes études universitaires, je travaillais dans une cuisine, dans un CHSLD comme préposé service alimentaire. Et à un moment donné, on m'approche et on me dit Gabriel, on cherche des gens au magasin. Et moi, au départ, le magasin, je pensais que c'était l'endroit à l'hôpital où on peut acheter du toutou, des cartes quand on va voir des gens malades. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était l'horaire. Parce que c'était du lundi au vendredi, de 8 à 4. Puis à ce moment-là, j'étais entraîneur et joueur au baseball. Fait que l'été, moi, c'était parfait. Je ne manquais pas de tournoi, je ne manquais pas de game. C'était parfait. Et dans le fond, quand je suis arrivé, j'ai vu ce que c'était toute la gestion des stocks et tout ça. J'ai trouvé ça intéressant. Puis de fil en aiguille, j'ai eu des opportunités. À un moment donné, c'était commis aux achats. Donc là, c'était un peu plus faire du rapprovisionnement, les achats et tout ça. Et à un moment donné, quand est venu le temps, là, à peu près à mi-chemin dans ma maîtrise, d'avoir le goût d'embarquer sur le marché du travail comme professionnel, j'ai vu une opportunité à l'hôpital à Joliette comme agent d'approvisionnement. J'ai pris une chance, puis me voilà aujourd'hui. De fil en aiguille, là.
des expériences, là, autant à la ville de Drummondville pendant 5 ans, la ville de Longueuil pendant 5 ans, puis aujourd'hui, directeur de l'approvisionnement à l'UQTR. Fait que j'ai atteint mon objectif d'être en gestion. L'approvisionnement, c'était le moyen d'y arriver, puis je suis très content là, d'être dans le monde de l'approvisionnement public. Maggie, toi, ton parcours? Un peu par hasard aussi, décide de faire un bac en administration à l'UQAM. Il va par attrition, pas le goût de faire de la finance, pas le goût de faire du marketing, pas le goût, mais il restait en fait quelque chose qui était la GOP, jadis, gestion des opérations, quelque chose qui était relativement nouveau, puis un domaine que je connaissais pas tant que ça. On a été très peu à sortir dans notre cohorte, on était une quinzaine. Et puis, j'ai fait un stage de fin de bac à l'hôpital Sainte-Justine. J'ai adoré ça. Et j'ai décidé de me diriger en approvisionnement par hasard. Et je suis surtout partie dans le privé. J'ai fait ma moitié de ma carrière dans le privé, autant en approvisionnement, en logistique, un peu des deux. Et en 2007, j'ai fait le saut davantage pour la ville de Saint-Hyacinthe du côté de l'approvisionnement plus institutionnel parce que j'avais envie d'avoir une variété dans l'approvisionnement. J'avais envie de goûter à différentes choses. Puis j'ai décidé de me lancer dans un domaine que je connaissais pas. Je connaissais pas les lois. Et puis mon bac en administration dans le privé m'avait, oui, préparé à faire des négociations, tout ça, mais c'est un peu différent quand même comme environnement. J'ai poursuivi mon chemin après ça de fil en aiguille comme gestionnaire, ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, maintenant pour la ville de Montréal. J'ai terminé moi aussi ma maîtrise à l'ENA, en administration publique. Et puis, depuis ce temps-là, j'ai décidé de rester dans ce domaine-là parce que ça m'intéresse de faire une différence. J'ai envie de contribuer à la société. J'ai envie d'être là pour amener mon talent au service de ce qui m'entoure, de mon environnement. Et puis, ça a été la décision pour moi de rester dans le domaine public, malgré la mauvaise presse qu'on lui donne de temps en temps. Pour moi, ça a été au contraire une façon de dire comment moi je peux faire une différence, comment moi je peux apporter ma couleur, ma façon d'être, ma façon de gérer qui était qui est la mienne. Puis j'ai trouvé ma place là-dedans. J'ai trouvé ça bien le fun. Puis aujourd'hui, je suis contente d'être encore là. Puis probablement que tout le reste de ma carrière va se faire comme ça aussi. Parce que ça remplit vraiment ça en moi, le sens communautaire, d'être présente dans mon environnement, faire une différence. La variété, ça aussi, ça a été très, très important, là. Toucher à toutes sortes de domaines, service incendie, service de police, voirie, parc, loisirs, tout ça, pour moi, c'était très enrichissant et c'est très valorisant. Puis Maggie, ton transfert du privé au public. Tu sais, il y en a qui font le switch puis qui repartent aussi vite, là. Ils arrivent dans le public, puis non, c'est pas pour eux autres. Toi, tu l'as bien fait, cette transition-là? Ben, ça a été, non, pas si facile que ça. Ça a été difficile. C'est sûr qu'au départ, pour moi, oui, je trouvais ça intéressant. Quand j'ai frappé à la porte de la première municipalité, je me disais, bon, je vais apprendre la loi, je vais comprendre comment ça fonctionne. Évidemment, il y a plus de reddition de comptes, les processus sont un peu plus lents, il faut trouver sa façon de faire. Puis moi, j'avais ma couleur à moi que j'avais pas envie de perdre. J'avais surtout pas envie de devenir le fonctionnaire cliché qu'on décrit un peu partout dans les médias. Ça me tentait pas. Puis je me demandais s'il y avait de la place pour moi dans ce genre d'endroit-là où on a le goût de faire une différence. Puis j'ai pensé quitter. J'ai pensé quitter sincèrement. Et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu me voir juste avant de partir pour le congé de Noël de ma première année. Ça faisait 6 mois que je travaillais là. Puis je me disais, c'est pas fait pour moi, je serais pas capable de m'habituer, c'est trop difficile, on va me demander de changer. Il y a quelqu'un qui est venu me voir puis qui m'a dit écoute, Maggie, nous autres, on aime vraiment ça, la façon dont tu fonctionnes. C'est rafraîchissant, c'est le fun, puis en tout cas, on est content, puis je voulais te le dire. Puis aujourd'hui, ben, je pense que cette personne-là a vraiment fait une grosse, grosse différence. Elle le sait pas, mais elle a fait une très grosse différence pour la suite de l'histoire parce que je me suis dit, ben, dans le fond, je suis capable de rester moi-même, je suis capable d'avoir le goût de me dépasser, d'amener mon environnement un peu plus loin, de garder ma couleur, tout en étant dans un monde qu'on dit un peu plus rigide et un peu plus lent. Fait que oui, j'ai décidé de rester là, mais c'est vrai que ça n'a pas été facile. Alain, tes premiers balbutiements. Premier Raconte-moi. balbutiement.
Mon Dieu, on commençait à écrire sur une pierre avec un ciseau. Je suis vieux de la vieille, que je pourrais dire. Non, majoritairement, j'ai une base quand même. Je suis allé à l'université en génie et je me suis aperçu que c'était pas pour moi. Donc, travailler quelques années en entreposage. Décidé de m'en aller au HEC, l'École d'administration du Québec. Donc, à partir de là, j'avais déjà décidé que je m'en allais en production, parce que c'était le nom qu'on appelait ça dans le temps, qui est devenu aujourd'hui logistique puis gestion des opérations. Gradué en 88, commencé à travailler dans le privé en 80, gradué en 80, décembre 87, commencé à travailler en janvier 88. J'ai juste vu Noël, c'est tout. On avait déjà des jobs en sortant. On n'était pas beaucoup, comme Maggie disait, on était peut-être une vingtaine. Majoritairement, on s'est tous placés en sortant de l'université en 88. La plupart des gens, puis rentrer dans le privé, partir des usines, changer quelques fois d'employeur. Puis je me suis un de ces jours retrouvé pour des raisons familiales et professionnelles dans le public. Donc, je me suis rapproché de la maison. Je travaillais à Longueuil, je me suis rapproché de la maison et je suis rentré dans le public dans l'ouest de l'île à l'hôpital Lakeshore. Euh, Traumatisant. Quand on passe du privé au public, c'est pas la même chose, c'est pas la même affaire. Un peu comme Maggie, ils ont venu me chercher pour justement insuffler un peu d'innovation et comment je dirais ça, de mouvement. C'est un peu méchant, là, mais de mouvement, de nouvelles façons de faire, des nouvelles choses à faire qu'on avait de ce côté-là. Vécu la fusion des CIS, vécu la fusion des CIUS, euh, vécu la fusion d'Agence Santé Québec qu'on va tous vivre dans un mois. Donc, je suis là-dedans, toujours été gestionnaire. Sorti de l'université, j'étais gestionnaire, toujours été gestionnaire. Toujours été dans la chaîne d'approvisionnement, pas juste l'approvisionnement, donc magasin, approvisionnement, transport, etc., etc. Donc, j'ai toujours été là-dedans. Ça m'a été mon dada, ça a toujours été ce que je mange. J'adore encore ce que je fais. J'ai une équipe extraordinaire présentement qui sont avec moi. On en mange tout le monde. Donc, ça fait partie du fun qu'on est là. Puis, je pense que tout le monde, on se dit, rendu un certain temps dans ta carrière, si je me lève le matin, puis ça ne m'intéresse pas, puis j'ai pas de fun, je vais m'en aller. Mais on a tous du fun à se lever le matin, puis aller travailler, puis de le voir. Puis il y a la diversité. On est dans des organisations, dans le réseau de la santé. Tu peux acheter autant un crayon demain matin qu'une résonance magnétique dans 2 jours. Donc, il y a quand même une variété qui permet de pas toujours acheter la vis trois quarts comme dans certaines industries très spécialisées. Donc, c'est un avantage. C'est une agence que beaucoup de gens aiment, justement parce que tu vas toucher à plusieurs choses de ce côté-là. Donc, un peu l'histoire historique de ma carrière. Ça fait 40 ans que je suis dans le réseau, dans l'approvisionnement, dans la chaîne d'approvisionnement. Merci Alain. Donc là, je vous entends. Ça fait des années que vous travaillez en approvisionnement, mais aussi dans le secteur public. Est-ce que vous pouvez nous partager votre analyse quant à l'évolution du métier? Vous en avez vu des choses passer, vous en avez vu des règlements passer, des lois passer. C'est quoi votre analyse quant à l'évolution du métier d'approvisionneur dans le secteur public et municipal? Je peux peut-être commencer en disant quand j'ai rentré dans le domaine il y a 40 ans, en 88, là, comme je vous dis, majoritairement pour être approvisionneur, ça apprenait rien. Ça apprenait un secondaire 5. Tu prenais n'importe qui sur le coin de la table, tu y enseignais un peu l'ouvrage de négocier, si c'était bon, tant mieux. Tu y en prenais à faire pousser des bons de commande, puis c'était un peu ça la job d'approvisionneur dans le temps. Dans les années, la job, on est devenu de plus en plus des professionnels. Les lois sont arrivées. On est devenu des professionnels d'approvisionnement. On est devenu des experts de loi. On est capable faut suivre la loi, faut suivre les choses. Tu n'as plus maintenant nécessairement les mêmes euh, requis que tu as aujourd'hui. La plupart des gens ont maintenant soit des attestations collégiales, ont des DEC, ont des baccalauréats, même des maîtrises à certains niveaux. Donc, le type d'employé que nous avons a totalement changé depuis les années 80 aux années 2024-2020 que nous avons aujourd'hui, là. Il y a eu un gros changement. On se dirige beaucoup plus vers des professionnels que juste des passeurs de commandes qu'on était peut-être en 88.
des placeurs de commandes et des personnes qui faisaient que de l'approvisionnement parce que, tu sais, on dit tantôt, depuis tantôt, on parle d'approvisionnement, mais je pense que le gros changement des 15-20 dernières années, ça a été qu'on est passé de l'approvisionnement qui était l'achat, faisait de l'achat, à aujourd'hui avoir une chaîne d'approvisionnement. Et la chaîne d'approvisionnement, aujourd'hui, c'est du début jusqu'à la livraison et ça inclut beaucoup de choses. Avant, on faisait des achats. On était dans le département d'achat, on était un placeur de commande et aujourd'hui, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et je pense que tous les changements législatifs qu'on a connus, que ce soit vraiment à partir de la commission Charbonneau, toutes les commissions qui ont suivi après, les scandales qui sont sortis ont donné beaucoup de galons l'importance d'avoir une chaîne d'approvisionnement bien gérée, des contrats bien gérés avec des gens professionnels qui comprennent et qui connaissent le marché, le milieu, les lois, qui vont chercher une équipe qui est complète. C'est venu donner vraiment beaucoup de galons et ça a sécurisé énormément toutes les entités, que ce soit municipalité ou gouvernement, là, de faire en sorte qu'on se retrouve avec des endroits où on est plus sécuritaire. Là, on est à un article de journal d'être dans un scandale. Donc, d'avoir toutes ces connaissances-là, c'est vraiment intéressant. Puis, on a été renforcé par la pandémie qui nous est tombée dessus au début des années en Qui nous a fait 2020. connaître, qui nous a fait connaître comme professionnels parce que faut Oui, pas oublier, les gens des approvisionnements, de la chaîne d'approvisionnement, ont maintenu à flot beaucoup d'hôpitaux, beaucoup d'organismes publics qui, sans nous autres, auraient probablement flanché par arrêter de donner des soins et des services à la clientèle. effectivement. Donc, ça nous a sorti de la zone grise qu'on n'existait pas, puis ça nous a mis sur la sellette en avant pour dire justement, la profession existe et on a une utilité pour ça. Ben, on est devenu le filet de sécurité. On est devenu la zone où, en mesure d'urgence, on appelle l'approvisionnement. Problème, que ce soit géopolitique, mondiaux, scandale de X, problématique de pénurie. Le service d'approvisionnement tombe en première ligne tout de suite. C'était pas comme ça il y a 15 ans. Non, on était représenté souvent par quelqu'un qui représentait quelqu'un qui représentait quelqu'un, puis on était perdu dans la brume. Aujourd'hui, on siège sur les comités d'urgence, justement parce qu'on a une utilité, puis les gens ont découvert qu'on pouvait justement avoir un gros avantage à nous impliquer tout de suite en partant. Effectivement. Je pense que le gros défi aussi qu'on a eu à affronter, c'est que tout le monde dans la vie, monsieur, madame, tout le monde, c'est un acheteur. Va acheter son épicerie, va acheter son auto, va acheter, bon. Fait qu'il y a il y a une perception que ben, c'est pas compliqué, votre travail. Moi, je le fais dans ma vie, mais il y a une différence qui est très importante entre faire des achats pour soi-même et tout ça, avec des besoins qui sont très particuliers ou unitaires à nous-mêmes, puis de le faire dans une organisation où là, il y a un volume, il y a des quantités, il y a de l'échelle, il y a plusieurs particularités en lien avec l'organisation, il y a le cadre légal. Tu sais, quand on fait nos affaires et tout ça, bon, il y a les lois générales du Québec, mais il n'y a pas des lois particulières en termes de gestion contractuelle. Et il y a tout le défi, entre autres, qu'on a vécu, là, puis vous en parliez, Maggie et Alain, là, en lien avec la pandémie, mais également la sortie de pandémie, où là, les coûts explosaient partout, pénurie à peu près partout. Puis là-dedans, nos requérants, après nous, disaient, ben là, il faut trouver des solutions. Bon, on vivait tout quelque chose qu'on n'avait pas connu, mais néanmoins, là, on reconnaissait beaucoup qu'il y avait une expertise qu'on pouvait avoir, puis la valeur ajoutée qu'on pouvait emmener. Mais effectivement, la passe c'est le service des achats, puis on l'entend encore un petit peu, mais un peu moins. Le moins Oui, heureusement, versus service de l'approvisionnement, mais c'est parce que l'achat, c'est un élément de l'approvisionnement qui est plus large, qui comprend l'étude de marché, qui comprend toute la chaîne. Toute la chaîne, effectivement. Fait que ça, c'est un élément qui est en train de changer. Puis peut-être, vu qu'on est en termes RH, gestion, on voit de plus en plus, puis là, je vais revenir dans mon ancienne vie dans le monde municipal, on voit de plus en plus de villes faire la transformation d'une division sous une direction, soit des finances ou du greffe, à une direction propre en soi et de faire partie d'un comité de direction, d'être à la table avec les autres directeurs, ça amène une influence qui, souvent, là, est plus grande. Puis pour l'avoir vécu entre deux organisations où il y a une organisation, je n'étais pas autour de la table, une organisation, je suis autour de la table,
ben, il y a un avantage marqué, même si il y a beaucoup de directeurs, soit finance ou de greffiers, qui prennent à cœur le fait qu'ils ont l'approvisionnement sous eux. Ce ne sont pas des approvisionneurs, donc ils n'ont peut-être pas toujours les mêmes réflexes que nous, on peut avoir. Et ça, c'est bien de voir de plus en plus. Puis je prends dans le municipal, mais même Dans le réseau de la ailleurs. santé, c'est la même chose. Hein. Avec les fusions des CIUS et des CIS, beaucoup d'établissements, ben, il y en a 34 au Québec, là, la majorité ont établi des directions logistiques. Ouais. Donc, qui gèrent tout le côté chaîne d'approvisionnement de A à Z et qui siègent justement au comité directeur, puis qui ont permis de libérer des tâches cliniques et des ramener du côté gestionnaire pour que les gens cliniques puissent faire leur tâche principale. Ouais. C'est pas faire des commandes au magasin, c'est faire tout simplement des soins aux patients. Donc, cette vision-là, comme tu dis, là, les gens, on s'est assis maintenant aux tables, on est là pour gérer, on est là, puis on a compris qu'on était là pour les aider aussi. Donc, il y a eu un gros Ouais. changement à la profession de ce côté-là. Ah, tout à fait. On est là parce je pense que les gens en approvisionnement, il y a de la chaîne d'approvisionnement, on a vraiment une compétence ou une façon d'être qui est différente des autres corps de métier à l'intérieur de nos organisations, mais je crois que ça, c'est reconnu. On n'avait pas cette visibilité-là avant, qu'on a aujourd'hui, cette agilité-là qu'on a dans notre nature profonde. C'est pour ça qu'on aime être dans la chaîne d'approvisionnement, parce qu'on aime cette agilité-là. Ça fait de nous, je pense, un bon complément au reste de l'équipe de nos organisations. Effectivement. On aime aussi Ça, on est des gens qui aiment, je ne vais pas dire les imprévus, mais on est habitué à réagir sur 10 scènes. Donc, ça prend un caractère pour être un bon approvisionneur, un bon professionnel de l'approvisionnement, ça prend un caractère spécial. C'est quelqu'un qui est prêt à prendre n'importe quel challenge, le virer, puis trouver une solution justement à ce nouveau challenge-là j'ai plus de quelque chose, je n'ai besoin demain matin, ça n'existe plus parce qu'on est en pénurie. On est là pour trouver des solutions, on est là pour trouver des idées. Puis avant ça, on le faisait dans le passé, il y a 20 ans, mais ça ne sortait pas comme aujourd'hui. On le faisait, Ouais. mais aujourd'hui, on fait partie de l'équipe complète justement pour trouver des solutions à des problèmes. Ouais. Gabriel, tout à l'heure, ce que tu as dit tout à l'heure, je t'écoutais, puis oui, il y a des directions approvisionnement maintenant. Oui, il y a encore beaucoup de services à pro qui sont en dessous des finances, mais là, on commence à monter la montagne, on s'approche du sommet des approvisionnements. Puis le jour où quelqu'un qui vient des appros purs et durs va être DG, ça s'en vient. On n'est pas là encore, mais ça s'en vient, je pense. Tu sais, quand tu vas dans le privé, là, des vice-présidents procurement, là, ça existe. Là. Il y en a un tour de bas dans les compagnies maintenant. Là. Ouais. Donc, puis souvent, ces vice-présidents de procurement sont souvent responsables des opérations aussi. Donc, quand tu dis que oui, un de ces jours, tranquillement, pas vite, le privé a compris qu'il y avait une utilité. Le public s'en vient tranquillement, pas vite. Mais il va finir par s'ajuster aussi, puis bien comprendre qu'aussi, il y a vraiment une utilité à avoir un département d'approvisionnement logistique, chaîne d'approvisionnement, puis je vais vous dire, c'est comme m'a dit ça d'autres, un département de chaîne d'approvisionnement qui est très fort et très compétent dans ce qu'il fait pour aider l'organisation. Puis il y a un terme aussi qu'on utilise de plus en plus en approvisionnement, c'est stratégique. Puis on le voit autant dans les affichages de postes, même des fois dans les titres de direction ou de service approvisionnement, on va dire approvisionnement stratégique. Et ça revient encore à ce qu'on disait, les achats qui étaient très transactionnels, uniquement transactionnels. Puis le fait de parler d'approvisionnement, de chaîne d'approvisionnement, où là, vraiment, on a tout le volet de la stratégie d'acquisition. Fait qu'on a ça aussi qui s'est beaucoup ajouté, la stratégie d'avoir des professionnels qui vont travailler là-dessus. Il y a des gens même qui sont juste dédiés à établir des stratégies d'acquisition dans les équipes. Fait que ça, c'est un élément là, qui vient en quelque sorte là, faire le lien avec pas mal tout ce qu'on vient de mentionner, là, que ce bout-là, la stratégie d'approvisionnement, je pense que c'est un langage qui a évolué. Et stratégie logistique. Oui. Ah, effectivement. Puis de plus en plus, on remplace le terme acheteur par conseiller. Parce que c'est sûr qu'on est rendu à un certain point, les gens d'approvisionnement deviennent des conseillers à l'interne pour la clientèle à l'interne, qui leur permet justement d'acquérir le bien, le besoin à l'intérieur des lois,
pour respecter justement, parce que comme on disait, je pense que c'est Maggie qui l'a dit tantôt, on est à une page du Journal de Montréal. Donc, Ah, quelque part, si on ne fait pas attention, on est là pour protéger l'organisation aussi. De plus en plus, on est là pour notre rôle, c'est justement de s'assurer de protéger l'organisation. Parce que des organismes à trois lettres, comme l'Autorité des marchés publics, si tu passes à côté, ils vont le publier sur leur site, puis ouais. personne ne va avoir son nom publié d'organisation sur le site. Donc, on est rendu là aussi, comme on est rendu des conseillers, on est rendu des spécialistes pour s'assurer que tout est fait dans la bonne façon pour justement protéger le Journal de Montréal, l'organisme. Puis peut-être en complément, puis là, on est dans un podcast RH, je pense que plus les organisations reconnaissent le rôle de l'approvisionnement, plus ces organisations-là, outre le fait de nommer une direction, là, on n'est pas obligé d'en arriver là, mais au moins de donner davantage de ressources pour être capable d'atteindre justement cette mission-là de stratégie d'approvisionnement. Fait que si je parle avec mettons que je m'adresse à des hauts dirigeants d'organisations publiques, donner un poste, une direction ou un service avec un directeur en approvisionnement, c'est un bon coup, mais avant tout, donner-leur les moyens pour qu'ils puissent faire bien leur travail puis aller ajouter cette valeur en approvisionnement qui peut au final être un investissement parce que par les économies, par les conditions d'achat qu'ils vont chercher, ben, peuvent faire sauver du temps et de l'argent à votre organisation, là. Tu sais, il y a des études là, mondiales qui ont été faites en disant qu'un dollar d'économisé en approvisionnement, souvent va se refléter à 10 dollars d'économie sur la chaîne de production, là. Ça se reflète de la même façon dans les organismes publics, ça se reflète de la même façon que tu sois dans le privé, que tu sois dans le public. Cet argent-là qu'on sauve permet de faire d'autres choses qui ont des valeurs ajoutées beaucoup plus. Puis quand on parlait de chaîne d'approvisionnement, puis de plus en plus dans les hôpitaux, c'est des gens de logistique qui font le déplacement des produits à l'intérieur, ou des robots comme au CHUM, exemple, ou des gens de logistique. Il y a un gain clinique. Le gain clinique, c'est de pouvoir soigner plus de patients pendant qu'on fait faire l'ouvrage par les spécialistes qui sont les gens de la logistique pour leur domaine à eux autres. Ouais, On ne tout à demandera fait. pas à un chirurgien cardiaque de nettoyer les toilettes. OK? Ben, c'est le même principe plus ou moins. Il faut demander aux spécialistes en logistique, en approvisionnement, en chaîne d'approvisionnement, de faire l'ouvrage de façon à libérer le personnel clinique, exemple dans les hôpitaux, à traiter des patients. En ce temps-là, ils traitent des patients, puis les gens des approvisionnements. Ce changement-là d'idéologie est là, est en train d'arriver, est en train de changer. Changement qui s'est fait il y a peut-être quelques années déjà dans le privé. Hum. Panélistes, j'aimerais ça parler maintenant de compétences et d'habilités requises par un professionnel en approvisionnement et logistique. Gabriel, tout à l'heure, tu as mentionné, c'est pas n'importe qui peut être acheteur. Oui, dans notre vie de tous les jours, on peut. On est tous acheteurs pour acheter des biens, des meubles, des TV, mais au niveau professionnel, c'est pas n'importe qui peut être approvisionneur. Donc, j'aimerais ça vous entendre. Des compétences, des habiletés là, qui sont nécessaires pour qu'un individu devienne un approvisionneur professionnel. Ben, je vais Communication. Si tu veux, ben, vas-y, Gabriel, commence. Oui, ben écoute, la rigueur, tu mentionnais tantôt, Alain, je vais faire du pouce ce que tu disais. Tu sais, on est à une erreur du front page Journal de Montréal. Ça, c'est une des conséquences, mais des fois, ça peut être en termes de coûts, que ça peut être assez élevé. Donc, quelqu'un qui a un manque de rigueur, c'est un petit peu inquiétant d'avoir ça dans nos équipes. Puis on travaille avec des lois et tout ça, donc il y a un élément qui est important là-dessus. J'ajouterais aussi le pouvoir de persuasion. Euh, on a à travailler avec des clients à l'interne qui ont des besoins spécifiques et parfois, il faut les emmener sur une stratégie sur lesquelles, ben, parfois, ils peuvent avoir des doutes sur est-ce que je vais réellement avoir peut-être pas l'équipement que je veux, mais qui va répondre à mes besoins. Donc, on a un travail de persuasion qui vient aussi avec la rigueur parce qu'il faut monter son dossier, il faut être capable de bâtir notre argumentaire là-dessus. Mais il y a ce pouvoir-là aussi, cette qualité-là d'être capable de convaincre son client que le chemin qu'on va suivre va amener au succès là, en approvisionnement. Je peux en nommer d'autres, mais je vais laisser de la place à Alain et Maggie aussi là, pour en Ben, je nommer. vais laisser, je peux en mettre un autre communicateur. Ouais, On s'entend que de plus en plus, les gens d'approvisionnement, on devient comme tu disais tantôt, on devient des conseillers. On doit être bon communicateur pour passer les ouais, idées. Convaincre, ou convaincre, c'est peut-être pas le bon mot.
faire voir notre client que son besoin n'est pas une marque de commerce. Ouais. On n'a pas le choix. C'est un besoin que tu regardes. Qu'est-ce que tu veux que ça, c'est une voiture, mais tu veux qu'elle fasse quoi ta voiture? Ben, il faut qu'elle soit électrique. C'est une voiture qui est électrique. Bon, ben regarde, on va chercher une voiture électrique. Prendre le temps de. La plupart de nos clients ne sont pas très bons à mettre leurs besoins sur papier. Donc, habituellement, le conseiller va devenir quelqu'un qui va l'amener à penser, qui va l'amener à réfléchir, qui va l'amener à éclaircir ses idées pour pouvoir justement monter un devis et le mettre sur papier. Donc, un très bon communicateur, ça aide beaucoup de ce côté-là. Tout à fait. J'en ai parlé tantôt aussi, l'agilité. Souvent, on se retrouve à la dernière minute, on doit trouver une solution, un conflit de travail, une problématique géopolitique, une guerre. Vendredi après-midi, 3 heures. Vendredi après-midi, 3 heures, des questions qui arrivent de toutes sortes d'endroits, il faut trouver une solution, il faut trouver des réponses. Donc, l'agilité, la gestion du stress, moi, je pense que c'est vraiment très important dans le métier qu'on fait. Rassembleur aussi, parce que, Oui. bon, évidemment, cette question, on peut pas être dans une chaîne d'approvisionnement, il y a un paquet de gens du début jusqu'à la fin, puis il faut le voir de façon systémique, il faut être capable de comprendre les interactions, donc d'être rassembleur, autant avec notre client qu'avec toutes les personnes qui vont graviter autour des stratégies qu'on va mettre en place. Puis, je pense oui, ça prend des aptitudes relationnelles, de l'accompagnement. C'est d'amener notre client à sentir qu'il peut nous faire confiance, qu'on est là pour travailler avec lui, pour lui, qui fait partie de la solution, qui est capable d'amener des points puis qu'on va être capable de le comprendre. Donc, ça prend une super bonne connaissance de son environnement, marché, les lois, les règlements, aller chercher une super belle crédibilité. C'est là-dessus, après ça, que toute la relation de confiance va s'installer. Ça va faciliter énormément, après ça, l'accompagnement du client, puis aller rassembler les gens, être capable de se dire les vraies choses. Je pense que les gens d'approvisionnement, on est reconnus pour être des personnes franches, honnêtes, directes, pour en tout cas la grande communauté que moi je connais, c'est une caractéristique qui est là. On a des esprits vifs et c'est ça qui fait que je crois qu'on est capable de rebondir rapidement dans ces situations-là. Et c'est pour ça que je pense que quand ils ont découvert ces petites pépites-là dans l'organisation, ils ont dit oh, peut-être qu'on aurait dû s'en faire des alliés plus vite. Et c'est pour ça que je pense que en nous refaisant monter à la surface, ils ont constaté qu'on était une super bonne une zone là, Ressources. oui, alliés ressources pour l'ensemble de l'organisation. Tu sais, un bon approvisionneur, souvent, va être un peu visionnaire aussi. Il va imaginer c'est quoi que ça pourrait être, va amener comme je disais tantôt, son client à voir des choses qu'il ne voit pas lui-même parce qu'il est pris dans sa forêt, puis il voit juste l'arbre. Avoir un bon approvisionneur va être capable de faire une coupe de pas de recul, amener son client à faire une coupe de pas de recul, voir la forêt au complet, pas juste l'arbre, de façon justement pouvoir mieux connaître, mieux comprendre c'est quoi son besoin, permettre d'avoir une vision de la chaîne de A à Z aussi, parce que faut pas oublier, hein, tu peux régler un problème dans un point A de la chaîne, mais tu as causé plein de problèmes dans les autres points. Donc, avoir cette visibilité, avoir cette image-là de quels sont les impacts, qui va te toucher, comme on disait tantôt, rassembleur, parce que quelque part, un bon approvisionneur va aller chercher tous les parties qui sont touchées par cet appel d'offre-là, exemple. Il ne laissera pas quelqu'un de côté, il va prendre le temps d'amener tout le monde, de les asseoir à la même table pour qu'ils puissent partager puis pas qu'arriver à la fin d'un dossier, puis tu ouvres ton appel d'offres, dis là, gagnant, on a oublié la drille. Ah oui, ça ne marche pas. Donc, habituellement, un bon approvisionneur va prendre le temps de s'asseoir, va être un bon chargé de projet. De plus en plus, les approvisionneurs deviennent des chargés de projet. Chaque appel d'offres devient un projet par lui-même. Ouais. Oui, puis il faut aussi de la curiosité parce que veut pas, des fois, on arrive dans des situations où autant notre client que nous, on ne connaît pas tant le marché, où il faut essayer de comprendre. Pour aider mon client, il faut que je comprenne un peu plus c'est quoi son milieu. Fait que si on n'a pas une tendance à être curieux, à essayer de faire rechercher puis trouver surtout, que ce soit des fournisseurs, que ce soit par des études de marché et tout ça, il faut qu'il y ait cette qualité-là. Puis tantôt, Alain, tu parlais, tu viens juste de le dire, au niveau de gestionnaire de projet, il n'y a pas beaucoup de services à l'intérieur d'une organisation qui est appelée à travailler des projets avec l'ensemble des services, des parties prenantes d'une organisation. Donc, ce qui est plaisant aussi quand on travaille en approvisionnement, c'est qu'on est au courant de beaucoup de projets à l'intérieur de l'organisation que d'autres services ne connaissent pas. Et ça, c'est intéressant. C'est le fun. On parlait tantôt de dire un approvisionneur qui devient DG. Bien, souvent, un approvisionneur, il a vraiment une vue d'ensemble de son organisation parce qu'il est appelé à travailler avec tout le monde, qui fait que je pense que
si ce n'est pas encore arrivé, le jour où ça va arriver, ça va faire un excellent DG parce que la vue d'ensemble, il va l'avoir traité tout le long de sa carrière en Ça approvisionnement. fait Là. partie de son ADN. Ça fait partie de Oui, l'ADN tout à d'un fait. approvisionnaire de voir une vue d'ensemble de tout ce qui peut toucher quand il fait un projet, de dire dans sa tête, ah, ça peut toucher là, ça peut toucher là, ça peut Oui, toucher là. Je vais inviter Maggie, je vais inviter Gabriel, je vais inviter lui, parce que ça va les toucher dans la décision pour éviter justement pour avoir un dossier qui va réussir. Il va s'assurer ou elle va s'assurer de justement d'avoir tous les participants qui sont touchés par le dossier. Donc, oui. très bon point en disant qu'une globalité, une vision globale que l'approvisionneur va développer. Puis ça, comme je disais, ça fait partie de son ADN qui va se développer. Un bon approvisionneur va habituellement avoir ce côté-là. Ouais. Puis souvent, ce que je dis à mes équipes, ce que je leur dis souvent, c'est un approvisionneur, c'est un caméléon. Un approvisionneur qui va parler à un ingénieur doit, pour la conversation, pour le projet, devenir un ingénieur. S'il deal avec un avocat, il faut qu'il devienne un avocat. Il faut qu'il s'adapte, il faut qu'il soit capable de comprendre ce que le requérant dit, il soit capable de l'aider, de le supporter. Donc ça, c'est une caractéristique importante d'un approvisionneur. Très d'accord avec toi. C'est Ouais. que, comme on disait tantôt, on parle à tout le monde, on fait des choses à tout le monde, on parle à des professionnels, on n'est pas des spécialistes, tu sais, nécessairement de tuyaux d'égout, mais un de ces jours, il va falloir que tu l'achètes. Donc, si tu veux acheter des tuyaux d'égout, un de ces jours d'achète, il faut que tu prennes le temps de comprendre, de parler aux gens, de comprendre c'est quoi tu vas acheter, de voir c'est quoi en tant que tel. Donc, à partir de là, tu n'as pas le choix, tu dois te mettre au niveau de tes interlocuteurs en faisant des recherches, en faisant des vérifications. Tu ne peux pas arriver sur le coin de la table en tant qu'approvisionnaire, dire tu veux, j'achète ça, on va te faire donne-moi un devis, puis je vais t'acheter ça, puis c'est fini. Il faut que tu prennes le temps d'aller. Tu sais, dans une usine, là, quand j'étais dans une usine, on allait sur le plancher quand on arrivait, on allait voir les équipements, on allait voir comment ils fonctionnaient. On s'assoyait avec notre client pour comprendre c'est quoi son besoin exactement. Ouais. J'ai fait des blocs opératoires, j'ai été voir comment ça marchait dans les blocs opératoires, j'ai été sur les planchers. Il faut que tu prennes le temps d'aller voir ton client, peu importe quel est ton client en tant que tel. Ouais, tout à fait. Panélistes des postes affichés. Dans les postes, on demande souvent des bacs en administration. Est-ce qu'on se tire une balle dans le pied? Est-ce qu'on passe à côté de candidatures intéressantes? Exemple, quelqu'un qui a une belle expérience en approvisionnement, 15 ans d'expérience, mais il n'a pas son bac. Il voit l'affichage, il voit, ah, il faut un bac, non, j'envoie pas mon CV. Y a-t-il une approche? Comment vous voyez ça, vous autres? Dans le secteur de la santé, on est très diplôme. Ça a l'avantage parfois d'aller chercher des gens qui ont un bon background d'apprentissage, une bonne formation de base pour leur apprendre, mais ça a le danger aussi de passer à côté de ressources qui, ça fait 35 ans que la personne fait des approvisionnements, elle est très bonne à ce qu'elle fait, puis c'est pas juste un passeur de commande, là. C'est vraiment un approvisionneur, un conseiller, mais il n'y aura jamais la chance d'avoir une promotion parce qu'il n'y a pas le diplôme. C'est le défaut de se baser trop sur un bout de papier pour déterminer une compétence. Je pense qu'il faut prendre le temps, il faut avoir un mélange des deux. Le bout de papier peut être intéressant pour un green, pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience, mais il faut regarder aussi des gens qui ont la compétence. Tu sais, l'apprentissage, là, quand ça fait 20 ans, 30 ans que tu fais l'ouvrage, puis tu es bon à faire ce que tu fais, ça vaut bien des bouts de papier, ça vaut énormément de bouts de papier. Beaucoup d'organisations commencent à donner des valeurs aux années d'expérience. Donc, ça devient un diplôme virtuel. C'est une tendance qui s'en vient tranquillement, ça aussi. Effectivement, puis des fois, bon, on va embaucher des gens du secteur privé qui n'ont pas nécessairement un bac, mais dans leur organisation, on se rend compte en regardant le CV que, bon, ils ont touché des gros projets et tout ça qui s'apparentent beaucoup, là, très facilement comparables avec du travail de professionnel. Et malheureusement, on est comme un peu pris en lien avec. Puis tu parlais du réseau de la santé, je pense que c'est dans le secteur public, là, je pense que c'est assez semblable. Et là, bon, ça fait des excellents techniciens, mais on se dit, bon, ces personnes-là, est-ce qu'il y aura un potentiel Encore là, d'être dans certaines professionnels? organisations, si tu n'as pas un DEC 3 ans, tu ne peux pas être un technicien. Effectivement. Là, je parle des gens qui ont des decks, mais que dans des organisations privées, faisaient du travail de professionnels, puis bon, ils arrivent dans nos organisations, ben, c'est un petit peu plus limité. Ceci étant dit, il y a eu, il a pas si longtemps, là, je ne sais pas si on peut dire qu'on en est ressorti, mais il y avait une pénurie de main-d'œuvre où, là, avec ça, bon, on sent qu'il y a une plus grande flexibilité, mais on n'est pas encore au moment, ou en tout cas,
les organisations où j'ai travaillé, j'ai pas senti vraiment que si on avait quelqu'un avec énormément d'expérience, puis qu'il n'y avait pas le bac, ben malheureusement, là, on ne pouvait pas le prendre. C'est sûr qu'on ne peut pas non plus enlever ce qu'un bac va donner, mais néanmoins, parfois, peut-être qu'on perd là, à l'occasion des ressources qui pourraient faire le travail, qui n'ont malheureusement pas le Souvent, coup de c'est le milieu papier. syndical aussi qui bloque. Donc, le milieu syndical est très rigide. Puis, si tu n'as pas ton DEX, si tu n'as pas ton telle affaire, si tu n'as pas telle affaire, ben, tu l'auras pas le poste. Dans un endroit où que tu tombes syndicable non syndiqué ou que non syndiqué totalement, ben, justement, comme je disais tantôt, l'équivalence d'expérience va devenir prendre une place pour remplacer certains diplômes. Quand tu vas avoir ton expérience, ben, ça va donner. Moi, j'ai des gens qui n'ont pas nécessairement un bac universitaire, mais ils sont conseillers. Ils ont quand même 30-40 ans de gestionnaire, 30-40 ans d'approvisionnement. Puis ces années-là d'expérience, ils ont donné des diplômes virtuels, en guillemets. Ouais. Mais ceci étant dit, ce qu'on peut faire, excuse-moi Maggie, rapidement, ce qu'on peut faire, c'est que les personnes, puis là je donne les exemples, ben, à un moment donné, c'est de voir ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour les emmener à pouvoir être professionnels ou à rentrer dans le cadre qui est donné. Fait que ça aussi, je veux dire, c'est pas dire à l'employé c'est une fatalité, t'es pris là. Si la personne est prête à s'engager à suivre des formations, peut-être qu'elle n'ira pas chercher un bac au complet, mais peut-être qu'avec le certificat, ben, on vient en quelque sorte là, bâtir un dossier qui est peut-être plus facile à vendre. Là. Parce que là, il y a quand même la formation académique amène quand même l'espèce d'élaboration de la pensée, d'être capable de structurer, d'être capable d'organiser, d'analyser. Et ça, je pense que c'est quand même assez indéniable. Oui, on peut tomber sur des perles là, qui ont 40 ans d'expérience, mais ce que l'académique amène, c'est vraiment une structure de la pensée puis de l'organisation d'idées qui est intéressante. Oui, il y a eu un petit relâchement, je dirais, certaines exigences là, entre le bac et le certificat en lien avec la pénurie de main-d'œuvre. Il y a aussi le fait que, je vais parler pour ma paroisse, là, mais les salaires, des salaires du privé avec un bac, aujourd'hui, dans l'institutionnel, les salaires du bac sont moins attractifs que les salaires du bac du privé. Donc, c'est pas si simple de trouver des bacs qui sont prêts à accepter ces conditions-là. On sait que les fonds de pension, c'est moins intéressant pour les générations qui arrivent, les conditions de travail, les gens ne voient plus ça de la même façon. Donc, il faut que le marché s'adapte aussi à ça, cette nouvelle tendance-là. Mais moi, je pense qu'il y a quand même de la place là, justement pour la fonction académique là, à travers ça. Il y a quand même une différence là, à travers. Ah, je suis d'accord avec toi. Quelque part, la personne qui a sorti la personne qui a d'expérience peut être très, très bonne. Tu vas avoir des perles, comme tu disais. Mais la personne qui va sortir, puis souvent, ce qu'on attrape aussi dans la cause, on devient des pépinières de formation. Puis les gens qui sortent avec un bac, quoi que ce soit, justement, sont ouverts à cette formation-là, sont ouverts à apprendre jusqu'à temps qu'on les perd au privé ou quelque chose. Mais on forme énorme. Quand on regarde, là, je regarde ma carrière, là, le nombre de gens qu'on a formés dans les organisations où j'étais, puis tu te dis, ah, il a passé par chez nous, lui, il a passé par chez nous, lui, il a passé par chez nous. Donc, c'est quand même gratifiant de ce côté-là. Ouais. Difficile à faire de la rétention, mais on vient quand même des pépinières à former des futurs gestionnaires ou des futurs spécialistes dans la chaîne d'approvisionnement. Tout à fait. Un étudiant qui finit ses études, soit au niveau collégial ou universitaire, il a son diplôme. Il est prêt à attaquer le marché du travail. Il regarde le privé. Le privé, les grandes entreprises du privé, l'innovation, l'intelligence artificielle, les gros salaires. Là, il regarde le public. Il voit le cadre réglementaire. Il voit qu'il n'y a pas beaucoup d'innovation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais t'arrêter 2 secondes. Là. De plus en plus, il y a de l'innovation dans le public. Vas-y, Alain. Il y a de plus en plus d'innovation dans le public aussi. L'intelligence artificielle s'en vient tranquillement dans le public. On n'a pas le choix. On doit remplacer le personnel qu'on n'a plus. Donc, tranquillement, pas vite, l'intelligence artificielle, que ce soit aux cliniques, que ce soit à l'administratif, que ce soit... Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se développer présentement dans l'intelligence artificielle comme outil. Ça s'en vient tranquillement, pas vite dans le privé. On n'a pas le choix.
la population est vieillissante. On a bien beau dire ce qu'on voudra, mais la population est vieillissante. Donc, les petits vieux comme moi, là, dans 3-5 ans, on va être rendu en CHLD, puis il va falloir les remplacer, puis il n'y a personne pour nous remplacer. Donc, tu n'as pas le choix de justement d'aller chercher des aides à la décision, de développer ces choses-là, puis ça s'en vient tranquillement. Oui, mais c'est pas toutes les organisations publiques. C'est le CHUM, oui, on sait qu'est-ce qu'ils font, mais c'est pas Je toutes te les dirais organisations que qui poussent l'intelligence artificielle. tu serais surpris de voir ce que ça s'en vient. C'est vrai que c'est plus lent, c'est vrai que ça peut avoir l'air moins attractif un peu, c'est vrai que si on regarde d'un point de vue technologique pur, mais je pense que dans le public, on a quand même autre chose à offrir que oui, par manque de fonds ou peut-être dans la lenteur d'avancer, mais l'innovation, elle est là quand même. L'innovation Ouais. dans le milieu dans lequel l'innovation, c'est peut-être pas la même, mais elle est là quand même. On peut innover en changeant des processus, on peut innover en modifiant des façons de travailler, le regard sur un dossier, mais c'est sûr qu'au point de vue technologique, le privé a avancé. Je pense que ça s'en vient, moi aussi. Je pense que c'est sûr qu'il y a toujours une prudence dans le public, puisqu'on a des fonds publics, donc il faut que ça prenne un sens, il faut que ce soit explicable, il faut que ça ramène des bénéfices rapidement. Donc, l'idée, c'est de laisser un peu le privé commence. Il y a tellement d'opportunités, que ce soit pour modéliser toutes sortes de choses, avoir du support prédictif là, pour les mesures d'urgence, être capable de faire de la planification selon les saisons, être capable de... Il y a 1000 choses où on pourrait utiliser l'intelligence artificielle, mais c'est sûr que quand on a entre les mains l'argent du public, on doit le faire de façon très attachée et c'est ce qui fait qu'on est un petit peu en arrière. Mais je pense pas qu'on ira pas pour autant, là, moi non plus. Je pense qu'on va y aller. Mais surtout toi, On Maggie, ira avec t'es responsable d'un volet logistique, donc on sait que ça pousse pas mal l'intelligence artificielle pour prédire le futur en termes de stock. Donc, toi, est-ce que tu vas avoir des plans éventuellement à t'aventurer là-dedans? C'est certain que dans les 3 prochaines années, c'est des choses qui sont sur la table, qui s'en viennent à travers toutes les autres priorités informatiques ou TI qui sont dans les organisations. Il faut savoir aussi que la pénurie de main-d'œuvre a beaucoup touché les entités TI, des organismes publics aussi. Donc, ça a été difficile. Il y a eu pénurie de main-d'œuvre là aussi. Donc, tous les projets ont un peu tourné au ralenti. Mais effectivement, tout ce qui est planification, organisation, analyse de marché, les impacts des enjeux mondiaux sur la chaîne, la variation des inventaires, l'optimisation des livraisons, le dernier kilomètre, etc. C'est toutes des choses qui gravitent autour de ça qu'on va devoir attaquer à un moment donné et très bientôt. Puis il ne faut pas oublier une chose, là, c'est le théoricien du gars qui a fait un bac en gestion publique qui va parler. Ça fait pas si longtemps que ça que dans la fonction publique québécoise, canadienne, on a des soucis pas qu'on a des soucis, mais qu'on est vraiment plus dans la mesure de la performance, des tableaux de bord de gestion, des rapports d'État, des choses comme ça. Ça date, ben oui, ça date du début des années 2000, là. Alors que dans le privé, ben, ça se fait depuis des décennies. Et l'autre élément qu'il ne faut pas perdre de vue, donc, ce que je veux dire, c'est que on est encore jeune là-dedans, les organisations publiques, pas nécessairement les individus, mais dans le fond, de plus en plus, là, on parle d'amélioration continue, gestion de la performance et tout ça dans le secteur public. Il ne faut pas oublier une chose, on parlait de la vitesse. Dans une entreprise privée, je veux dire, si on retarde trop à faire de l'innovation, ça peut nous emmener à perdre la compétitivité face à nos compétiteurs. Oui. Puis même amener à la faillite, tandis qu'un organisme public, ben, ça ne fera pas faillite, là. Tu sais, l'Université du Québec à Trois-Rivières. Tu as des comptes à rendre aussi, puis il faut le faire de façon Oui, efficiente et organisée. Là. ben, tout à fait. Puis bon, mais l'UQTR, on sait, elle ne fermera pas l'année prochaine parce qu'on n'aura pas atteint des objectifs, mais elle va être plus performante comme organisation si on les atteint, mais il n'y a pas ce sentiment d'urgence-là où ben, ta compétitivité ou ta survie en dépend. Mais néanmoins, avec les ressources qui sont parfois plus limitées, ben, il faut qu'on soit capable d'être plus performant comme organisation. Et là, ben, il faut sortir de l'innovation et tout ça. Et l'autre élément qu'il ne faut pas perdre de vue, qui est plaisant quand on est dans le secteur public, c'est le partage de connaissances entre les organisations publiques.
J'ai été dans le municipal, il y a un partage de connaissances qui est très fort, indépendamment des domaines, en approvisionnement entre autres. Au niveau des universités, c'est la même chose. Alain, je suis sûr, dans le réseau de la santé, Même il chose. y a un partage de connaissances, que ce soit des projets qui ont été mis en place pour optimiser le fonctionnement d'un service d'approvisionnement. Puis, je veux pas, aujourd'hui, on le fait un peu aussi par le Il n'y a pas de podcast. compétitivité nécessairement entre le CHU de Québec et le CHUM de Montréal, là. Tout Il à y a fait. pas, C'est c'est pas pas la même on est nos clientèle. territoires à nous autres. Donc, ce qu'eux autres apprennent, souvent, on le partage entre nous autres, de façon justement à ne pas réinventer la roue. Cette mentalité-là, qui depuis une dizaine d'années, est énorme. Donc, Oui. quand j'invente quelque chose, quand je fais quelque chose de nouveau, je vais essayer de le partager à la communauté. Puis il y a justement des forums qui permettent de partager ces informations-là à la communauté de façon à ne pas réinventer la roue et à gagner tous. On gère les deniers publics, hein. On est là pour bien gérer les deniers publics. Donc, c'est plutôt une façon de mieux les gérer, de libérer des deniers publics qu'on n'a pas besoin de dépenser sans utilité. Ben, c'est ça notre rôle aussi dans la chaîne d'approvisionnement. Comment qu'on le fait pour comment qu'on le regarde. Donc, le partage d'informations, on n'est pas en compétition contre un gars qui, si je partage mon information, il va venir voler mes clients. Donc, Des RDS ne partageront pas de l'information à TVA Sport. Là. On va c'est se sûr et le certain. bon. C'est sûr et certain. Tandis que l'UQTR et McGill peuvent se partager. Puis pourtant, on est en quelque sorte un peu, même si c'est une université anglophone, on est quand même en compétition parce qu'on se partage une assiette d'étudiants québécois ou internationaux. Mais néanmoins, il y a un excellent partage qui se fait là, entre les universités ou même entre les villes. Je veux dire, dans une région donnée. Même interculturalité, là, je ne peux pas le comment sur le coup, là, mais l'UQTR peut partager de l'information sans misère avec le CIS de Trois-Rivières, là. Tout à fait. Dans quelque part, on est dans le même domaine, on a des idées, on partage Oui. des choses. On n'a pas de compétitivité à l'intérieur Si je peux donner une idée à l'UQTR ce qui a fonctionné chez nous, puis ça va fonctionner chez eux, ben j'ai aucun problème de le donner cette idée-là, là. Je ne cacherai pas ça de mon côté. Non. Ce partage-là, justement, est un avantage. Contrairement au privé, ben, tu donneras, comme tu as dit, RDS ne donnera pas à TVA Sport des idées de quoi que ce soit. Ils savent qu'ils vont perdre de la clientèle. Puis s'ils n'ont pas de clientèle, pas de publicité, ils n'auront pas là. Le fait qu'on gère des deniers publics, qu'on gère tous des deniers publics, ça enlève cette compétitivité-là, puis ça augmente le partage justement qu'on peut avoir. Mais l'intelligence artificielle, puis tout ce qui vient avec, c'est que ça reste des outils. Mais moi, j'essaie de regarder, je me dis que mon milieu, qu'est-ce qu'il a d'attrayant, par exemple, pour les jeunes qui viennent, puis on l'entend, c'est pas rare qu'on va avoir des gens qui viennent des stages, soit de cégep ou d'université, puis les gens sont là parce qu'ils veulent faire une différence dans la communauté, parce qu'ils veulent avoir un travail qui va avoir un sens, où l'impact va être réel, va être tangible, va être humain. Ça, l'intelligence artificielle, c'est un outil. Mais cet environnement de travail-là, moi, je pense que c'est ça qu'on est capable de vendre, de dire est-ce que moi, je peux faire une différence, est-ce que je peux amener quelque chose? Et ça, pour moi, ça fait toute la différence. C'est ça que le privé peut pas apporter et pourra pas apporter parce que c'est pas la même sphère, on n'a pas la même mission. Et ça changera pas. Fait qu'on on doit continuer de focusser là-dessus. Puis on peut penser aussi que les jeunes qui arrivent, justement, ils veulent avoir du sens à ce qu'ils font. Ça, c'est vraiment. De plus en plus, les nouvelles générations, justement, cherchent à avoir du sens dans leur ouvrage. Pas jusqu'à refaire des dollars puis, pour des actions puis des actionnaires, là. De plus en plus, les jeunes cherchent à avoir du sens. Puis justement, le domaine public est un des domaines qu'on doit utiliser ce pitch de vente-là, justement, pour faire venir ces personnes-là pour travailler pour nous autres. Peut-être toi, tu payes un petit moins cher, tu vas avoir un beau plan de pension garanti à la fin de tes jours, mais quelque part, ce que tu vas faire va compter pour la population, va compter de ton père, va compter pour ta mère, va compter pour les choses que tu vas faire. Donc, je pense que c'est un bon point de vente qu'on peut utiliser justement à développer. Le concret des actions est réel et a un impact direct au-delà de juste une analyse avec l'intelligence. Je crois que quand ça va arriver, ça va être le fun, ça va être intéressant, ça va être payant, ça va être positif, puis on va y aller. Mais ce n'est pas que ça. Puis je pense qu'il y a moyen de vendre ça d'une autre façon. Moi, une des plus grandes satisfactions que j'ai eu la chance de travailler dans une ville que j'habitais. Et de voir, par exemple, je vais donner un exemple parmi tant d'autres, mais tu vas dans un parc, il y a un module de jeu, et tu sais que tu as été secrétaire, c'était ton dossier d'appel d'offres, tu as été secrétaire du comité de sélection, tu as
vu les débats entre les membres du comité de sélection qui ont amené à ce choix de module de jeu-là versus un autre, puis là, tu vois, ben, tu sais, des enfants qui jouent dedans, les familles, et tout ça, profiter des installations du parc et tout ça. Puis là, tu te dis, crime, j'ai contribué à ça. Je travaille à l'UQTR. Bon, quand j'étais à la ville de Drummondville, j'ai travaillé à l'appel d'offres de la construction du bâtiment de l'UQTR. C'était la ville qui construisait. Euh, je veux dire, c'est une fierté, maintenant que je travaille à l'UQTR, de le voir plus concrètement, ce que ce pavillon-là a emmené au niveau de l'offre de services étudiants dans la région du centre du Québec qui manquait cruellement d'une offre universitaire. Puis même, ça l'a emmené à la création d'un deuxième bâtiment à côté. C'est des satisfactions où on dit que j'ai contribué à quelque chose qui, comme tu dis, Maggie, contribue au bienfait de la société. C'est le gros avantage du secteur public. Et on en a parlé un petit peu au début, la diversité des achats qui sont faits. Je veux dire, on touche à tout comme service d'approvisionnement. Alain disait, là, bon, comment la vis 3/4, ben, c'est beaucoup plus large que ça. Puis un acheteur ou un professionnel en approvisionnement ou un technicien en approvisionnement qui travaille dans le secteur public, dans une organisation, ben, il va être appelé à acheter plusieurs trucs. Puis en entrevue, moi, c'est beaucoup ça que je mise, là. Puis souvent, les gens vont poser la question, c'est quoi les acquisitions qui sont faites dans votre organisation? Et je m'assure toujours de trouver l'exemple qui est peut-être la plus frappante que les gens n'auraient pas pensé. Donc, c'est toujours se frapper l'imaginaire un peu. On va vous donner un exemple. À l'UQTR, on a un département d'anatomie. Donc, il y a des choses qui sont quand même assez particulières qui viennent avec un département d'anatomie. Donc, souvent, quand je viens expliquer qu'est-ce qui peut être acheté, ben, je dis même ça va jusqu'à un contrat pour transporter des corps, là. Parce que quand on dit donner son corps à la science, donc ça frappe l'imaginaire, puis ça permet aussi de faire la promotion du département d'anatomie à l'UQTR, qui est quand même une fierté chez nous. Mais ça permet de voir, voici toute la panoplie des choses qui peut être fait là, ou il peut avoir d'acquisition à l'intérieur de notre organisation, là. Panéliste, dernier point à aborder. On va parler de motivation des membres de vos équipes. Jeune acheteur qui, ça fait un certain temps qu'il est là, au vétéran que ça fait 25 ans qu'il est chez vous. Comment maintenir cette motivation-là avec ces joueurs-là? Peut-être pour des jeunes, ils sont comme un high potential, ils ont un grand potentiel pour gravir les échelons, mais il faut leur donner des projets pour voir leur progression aussi, puis il faut les garder intéressés, investis dans le département. C'est quoi votre tactique pour garder vos troupes motivées par des projets? Ben, je pense que c'est quand même qu'on parlait tantôt, comme Gabriel disait un peu, puis Maggie disait, la diversité de ce que tu fais. Tu vas faire plusieurs dossiers, tu as une liberté souvent de gestion de projet que tu vas avoir. Tu as un encadrement dépendant des organisations. Je vais parler pour moi, mais tu as un encadrement que tu vas prendre tes propres décisions en tant que conseiller. Tu vas avancer dans ton dossier. Ça devient ton dossier à toi. Tu vas te rapporter, c'est sûr, il y a un patron quelque part qui va demander des résultats. Mais tu as l'avantage d'être ton, en guillemets, propre patron quand tu gères ton dossier en tant que tel. Donc, je pense que c'est des choses qui intéressent les gens. Mon équipe, à moi, j'ai des extrêmes, là. J'ai des plus vieux, j'ai des plus jeunes, mais je pense que même les personnes qui ne sont pas à leur retraite, l'opportunité de pouvoir gérer leurs choses, l'opportunité d'avoir une certaine liberté de décision, c'est des choses qui rendent le travail intéressant. Ben, tu disais tantôt, tu as un travail intéressant, c'est une portion. J'ajouterais l'environnement autour, garder un environnement bienveillant, inclusif, positif, respectueux, mais aussi s'assurer que les gens ont un but à l'intérieur de l'organisation. On l'a vécu pendant au plus fort de la pénurie, on est encore un peu là-dedans, d'essayer de faire en sorte que les gens voient une progression à l'interne, qu'ils soient capables de sentir qu'ils vont continuer d'apprendre, d'être curieux, d'avancer à l'intérieur de leur progression, être capable de s'asseoir avec eux, poser des questions. On a créé dans notre équipe justement un organigramme là, prévisionnel pour essayer d'amener les gens vers
amener vers une discussion de qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, où est-ce qu'ils veulent progresser, qu'est-ce qui les intéresse, puis de comprendre justement qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Ça a créé des liens vraiment intéressants, des discussions vraiment le fun de savoir, cette personne-là veut aspirer à ça, elle ne sait pas comment y aller. Et là, il y a un échange qui se fait entre le gestionnaire et son employé. Puis ça permet de supporter ces gens-là, les aider à progresser, ça les garde intéressés. Justement, les gens qui ont beaucoup d'expérience, qui disent, ben moi, j'aspire à tel poste, comment je vais y aller, engendrer des discussions. Moi, je pense que ce côté humain-là est vraiment très important. Puis ça va tellement vite, les milieux de travail vont vite qu'on oublie, puis ça créer ce moment-là avec nos gens pour savoir qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, qu'est-ce qu'ils ont envie de développer. Puis avec ces échanges-là, on découvre des petites pépites d'or qui se cachent dans nos organigrammes, des gens qui arrivent d'un autre pays, d'un autre milieu, avec de l'expérience, des diplômes, qui ont cheminé différemment et qu'on peut amener dans nos organisations à faire autre chose. Puis à ce qu'ils se découvrent même eux-mêmes des envies. Je pensais je pensais qu'il n'y avait rien dans ma... Mais là, quand y repensant, là, j'aimerais ça faire ça. Est-ce que c'est possible? Puis je pense que la plus grande source de motivation, c'est les humains autour de nos gens, autant au niveau de la gestion que des équipes. Je pense qu'on a quand même un climat à l'intérieur, puis je parle pas pour tout le monde, là, peut-être, là, mais je pense que majoritairement, on a un climat à l'intérieur d'écoute. On vient d'un domaine, le domaine public, souvent, est un domaine de partage d'informations, partage d'idées, partage. On a quand même un climat d'écoute où on peut se permettre d'écouter plus nos employés, quand l'équipe est souvent plus rapprochée. Il n'y a pas de compétition entre nécessairement, il y en a un peu, là, mais il n'y a pas de compétition nécessairement entre Claude et Jacques pour avoir la promotion de quoi que ce soit. Donc, souvent, les gens vont travailler ensemble, vont travailler en équipe. Puis cette confrérie-là, cette atmosphère de confrérie-là, est un des points qui permet la rétention des gens aussi, qui permet justement de créer un esprit d'équipe. Tout le monde veut arriver au même point, au succès de la direction, du département, du service. Le but, comme on disait au début, c'est qu'on a sorti de l'ombre avec la pandémie en tant que telle. Puis je pense que la plupart des gens qui sont dans l'équipe veulent justement qu'on retourne pas dans l'ombre. Donc, ils veulent le succès du regroupement, ils veulent le succès de cette équipe-là. Donc, les gens travaillent ensemble pour atteindre des cibles en groupe aussi. Oui. Atteindre des cibles en groupe. Effectivement, puis aussi, il faut, puis des fois, c'est pas évident parce qu'on traite avec des lois, puis on parlait tantôt des conséquences, le fameux journal de Montréal ou la presse, peu importe, c'est de faire confiance aussi à notre équipe. Puis, et souvent, on se retrouve avec des gens plus jeunes, avec un peu moins d'expérience. Donc, c'est pas de les emmener dans des situations où le taux d'échec est élevé, mais c'est d'agir beaucoup en coach avec eux et de les laisser faire une certaine démarche par eux autres mêmes et tout ça, puis de venir peut-être recadrer ce moment. On voit que pour X, Y raison, là, on déroge un peu, mais c'est de leur donner, puis surtout la nouvelle génération souhaite beaucoup ça, avoir cette autonomie-là, d'avoir cette confiance-là rapidement du gestionnaire. Fait que je pense bien encadrer puis d'agir beaucoup plus en coach plutôt qu'en expert, les emmener à dire, ben la réponse, moi je la connais, mais je ne te donnerai pas la réponse, mais je vais dire où tu dois faire ta recherche pour trouver. Souvent, ça motive beaucoup les gens, puis de leur donner des mandats qui sont quand même intéressants d'envergure, même s'ils commencent, de les emmener dans des dossiers comme ça. Ça peut être aussi coaché par le gestionnaire ou coaché par un collègue qui a plus d'expérience, et aussi de leur donner des projets qui sortent un peu du quotidien de faire de l'approvisionnement, des projets d'amélioration, pas toujours que ce soit centré au gestionnaire ou non, de dire, ben vous avez chacun, là, puis tu parlais, Maggie, tu sais, des rencontres, je ne sais pas si tu le fais sur une base annuelle, mais au niveau des employés, puis de dire, bon, ben, OK, mais dans ton environnement, qu'est-ce que tu veux améliorer, là, puis comment qu'on s'y prend là, pour l'emmener, puis tu es responsable de l'accomplissement de ce projet-là. Puis moi, comme gestionnaire, ce que je vais t'offrir, c'est les outils que tu as besoin pour être capable d'atteindre cet élément-là. Puis, tu sais, on ne réinventera pas la théorie sur le bien-être des gens. Tout part là, de la fameuse pyramide de Maslow où, à la base, on a les besoins physiologiques, puis à la fin, on a le besoin d'accomplissement. Il faut emmener nos gens à ce qui s'accomplisse. Je pense que dans le secteur public, pas mal tout le monde est capable de combler ses besoins primaires, là, mais c'est de les emmener vraiment à un autre niveau où vraiment, là,
ils peuvent arriver à leur accomplissement, à se sentir qu'ils réalisent des choses là, qui sont importantes, puis s'assurer qu'il y a de la reconnaissance et d'encourager l'organisation, ce qui est de la reconnaissance envers l'approvisionnement. Je vais vous donner un petit exemple. Là, récemment, j'ai trouvé ça merveilleux, puis il faut multiplier ces éléments-là. J'ai un employé qui travaille sur une acquisition dans un projet de recherche qui est très innovateur. La personne, elle a présenté ce projet de recherche-là dans un événement à Montréal et la chercheuse, elle m'écrit, puis elle me dit, Monsieur Artaud, est-ce que ça vous dérangerait de libérer votre employé pour y aller? On va faire la présentation, puis moi, c'était oui tout de suite. J'ai dit à l'employé, es-tu disponible? Peux-tu y aller? Oui, go, vas-y. Puis va chercher cette reconnaissance-là. Puis quand elle a présenté le projet de sa recherche, ben, il y avait plusieurs partenaires qui avaient travaillé avec elle. Puis elle a souligné autant sur place que, par exemple, sur LinkedIn, l'apport de la ressource. Fait que c'est des éléments qui arrivent peut-être malheureusement pas assez souvent en approvisionnement, mais je pense que comme gestionnaire, on doit emmener nos collègues des autres services à ben, tu sais, n'hésitez pas à faire cette reconnaissance-là, à promouvoir le travail qui a été fait parce qu'il n'est pas négligeable. Puis ça, les employés aiment ça parce que malheureusement, ça n'arrive pas assez souvent d'approvisionnement. Il y a des beaux projets, on entend les gens qui sont sur le projet, puis bon, malheureusement, l'approvisionnement est oublié. On n'est pas les seuls, ceci étant dit, mais. Une fonction de support, pas facile à appuyer, mais en même temps, je pense que ça aussi, ça soulève doucement. Tout à fait. Panélistes, merci d'avoir partagé vos connaissances et expériences. Votre apport collectif est essentiel à la progression du métier d'approvisionneur. Vous êtes des ambassadeurs et ambassadrices et certainement des modèles à suivre. L'épisode 5 tire à sa fin et j'espère, mesdames et messieurs, que le contenu et les échanges vous seront utiles. Maggie, Alain et Gabriel, merci de votre participation et votre contribution à valoriser la profession et démystifier certains aspects du métier d'approvisionneur. Un remerciement aussi à notre partenaire, Chaîne d'approvisionnement Canada. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement à notre chaîne et n'hésitez pas à nous faire parvenir vos suggestions de questions pour nos futurs épisodes à l'adresse courriel suivante nationsupplychain@gmail.com. On se revoit pour l'épisode 6 au mois de décembre pour un spécial de l'apport collectif du temps des fêtes. Soyez des nôtres. Mesdames et messieurs, mon nom est Patrick William. Faites partie du mouvement et aidez-nous à valoriser la profession. Merci et à bientôt. Bonne soirée tout le monde.